Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Vrement et j'aspire à vous inspirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'accueille Clément et on va parler de vivre de sa passion. Dans cet épisode, Clément partage sa façon de vivre de sa passion. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas une façon de vivre sa passion. Il y a votre façon de vivre votre propre passion et on en parle dans cet épisode. Entourage, motivation, sauter dans le vide, sauter dans l'inconnu, atteindre des objectifs, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans Cultive. Et je vous souhaite un bel épisode. Salut Clément, comment ça va aujourd'hui ? Salut Amélie, très très bien. Merci de l'invitation, tout va bien, j'espère que toi aussi. Oui, ça va super. Merci à toi de participer à ce projet-là. En fait, au final, parce que tu as contribué indirectement à ce projet-là. Donc, merci et félicitations pour tes 3000 abonnés sur LinkedIn. Merci beaucoup. Et vas-y, je te laisse expliquer le pourquoi, parce que c'est pas juste 3000 abonnés. Il y a quelque chose aussi d'autre que tu as réussi à atteindre. Non, c'est pas juste 3000 abonnés, c'est un peu beaucoup de travail depuis presque 5 mois maintenant que je me suis lancé à 100%. Et du coup, je m'étais fixé un objectif, c'était d'atteindre ces 3000 abonnés avant mon anniversaire le 21 septembre. Et au final, j'ai réussi à atteindre l'objectif un petit peu plus d'1 mois en avance. Donc je suis vraiment super content. Ça prouve que le travail paye, que j'ai bien fait de me lancer là-dedans et que maintenant je me suis fixé de nouveaux objectifs, de un nouveau nombre d'abonnés à essayer à atteindre. Donc non, c'est cool, je suis vraiment super content. Est-ce que je te laisse raconter comment on s'est rencontrés ? Ouais, du coup, on s'est rencontrés au tout début quand j'ai commencé LinkedIn. Ça faisait quelques semaines que je publiais quotidiennement sur LinkedIn. Donc, j'étais tout nouveau à essayer de faire des beaux posts qui fonctionnent, avoir pas mal d'interactions. Je suis tombé sur ton profil, on a échangé par message. Tu m'as parlé de ton parcours, de ce que tu souhaitais faire. Et j'ai essayé de t'accompagner un petit peu du mieux possible à te lancer sur LinkedIn avec ce que je savais et ce que j'appliquais pour moi au quotidien. Mais c'était une très belle rencontre. La première, je pense, sur LinkedIn, c'était la première rencontre. Donc, ouais. C'était super sympa. Maintenant, tu fais ton propre podcast en lien avec LinkedIn, donc c'est super cool. Et oui, c'est cool. Et je viens de me rendre compte que je t'ai pas demandé qui es-tu, parce que là on parle comme si tout le monde te connaissait déjà. Mais j'ai un peu fait les choses au niveau déstructuré. Mais qui es-tu ? Que fais-tu ? Mais oui, présente-toi. Du coup, moi, je m'appelle Clément, mais ça, je pense que vous le savez. J'ai 24 ans. Je me suis lancé à 100% dans mon activité, donc en solopreneur, il y a 5 mois à peu près, en avril 2023. Suite à une rupture conventionnelle avec mon ancienne société où j'étais en CDI depuis 1 an et demi. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, parce qu'au Québec, c'est ça. Ah oui, pardon, oui. C'est un contrat qui est indéterminé. C'est ça. En France, un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Donc j'ai fait mon CDI pendant 1 an et demi et au bout d'1 an et demi j'avais l'impression d'avoir un petit peu fait le tour dans mon poste. Il n'y avait pas vraiment d'évolution possible, d'amélioration, que ce soit au niveau salaire ou au niveau des missions. Et moi à côté j'avais déjà créé mon auto-entreprise et c'était le bon moment pour me lancer à 100% et pour commencer la belle aventure qui est l'entrepreneuriat. Donc, je me suis lancé à 100%. J'ai tout de suite commencé à publier sur LinkedIn, en fait, parce que j'ai vu pas mal de créateurs faire beaucoup de posts, parler de leurs revenus, parler des nouveaux clients qu'ils arrivaient à avoir sur LinkedIn. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience et voir ce que ça donne. Donc, je me suis fixé l'objectif de publier 1 post par jour pendant 1 an. Donc depuis 5 mois, j'ai raté aucun jour et ça fonctionne très bien pour le moment. Je suis content.
Et du coup, ce que je propose à mes clients, donc moi, le but premier, c'est d'accompagner des professionnels ou des entreprises dans la création que ce soit de sites internet ou d'identité visuelle, mais aussi toutes les stratégies web marketing, dont les réseaux sociaux et LinkedIn aussi un petit peu. Et ce que j'aimerais vraiment faire plus tard, ça c'est un objectif plus à moyen terme, c'est d'accompagner le plus possible de personnes soit en reconversion professionnelle, soit qui lancent leur activité. Je trouve ça sympa de donner vie à des projets, à des entreprises et les accompagner vers la réussite de leurs rêves, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. C'est une magnifique présentation. Vraiment magnifique présentation. Puis en plus, tu as choisi comme sujet vivre de sa passion. Ouais. Je pense que c'est un sacré challenge. Déjà, un post par jour pendant 1 an. Waouh. Parce que chacun a son rythme, chacun a établi ses objectifs, mais pour moi, je me dis c'est pas un petit objectif là, c'est un dépassement de soi là, clairement. En fait, c'est une sortie de zone de confort. Un post par jour sur une plateforme que tu as appris à t'approprier quand même très rapidement. Puis ton ascension est incroyable. Genre, c'est quand la première fois parce que petite parenthèse, j'ai fait affaire du coup à Clément pour m'aider, comme on l'a dit, j'ai fait affaire à tes services. En fait, pas juste par tes services, mais par ton authenticité et ton authenticité. Je pense que je t'en parle souvent de cette qualité même personnelle et professionnelle qui m'a vraiment mis en confiance. Et j'avais même envie de contribuer à ton projet, en fait, clairement, parce que je voyais un potentiel en toi. Je me suis dit comme, allez, je sais pas, je sens bien. Puis, waouh, t'en es là aujourd'hui. C'est vraiment, c'est comme incroyable, en fait, comment dire. Je suis sur LinkedIn, mais je commence à comprendre que moi, je dois apprendre à avoir un rythme. Donc, quand je vois que tu t'es lancé l'objectif de 1 post par jour et que je te vois comme ton ascension, c'est incroyable, ça motive tellement. Puis, du coup, le fait de vivre de sa passion, comment en fait? Même si je le fais moi-même, mais je pense que chacun a sa façon de faire, de vivre de sa passion. Mais comment tu as fait de fixer cet objectif, la discipline que tu as mis en arrière, la mentalité, ta santé aussi, parce qu'on n'en parle pas, c'est un objectif, mais ta santé, ton rythme, ta vie, dis-nous tout. Déjà, c'est super gentil, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir parce que ça prouve que les efforts derrière, ça paye et il y a des personnes qui le remarquent et qui voient que ça fonctionne. Donc ça fait super plaisir. Ça me motive encore plus à continuer. Il y a ça aussi. Du coup, si je reviens un petit peu en arrière, il y a 5 mois quand j'ai commencé, le premier post que j'ai fait, c'était pour présenter mon activité et dire que je me lançais. Et après, ça s'est enchaîné presque naturellement, j'ai envie de dire, parce que j'avais plein d'idées à partager. Je voulais parler de mon parcours, présenter mes offres, présenter déjà des petits clients que j'avais eus à droite à gauche, tout en me formant à LinkedIn, en essayant de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les règles à avoir, à adopter. Du coup, j'ai beaucoup suivi des grands comptes sur LinkedIn qui sont là depuis plusieurs années et qui publient plusieurs fois par jour, même pour certains, et qui ont des résultats de malade. Donc ça m'encourageait encore plus et je le voyais pas comme ça me motivait en fait de voir des personnes qui réussissaient sur LinkedIn. Donc ça me motivait encore plus à continuer. Et puis pour moi, quand je me suis lancé dans cet objectif de 1 post par jour, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, comment mon quotidien allait s'articuler autour de ça. Est-ce que j'arrivais à gérer mes clients à côté, à prospecter en même temps, mais à prendre aussi du temps pour moi, toutes ces choses-là, j'en avais aucune idée. Je me suis lancé un petit peu dans l'inconnu, mais c'était ça qui était sympa aussi. Donc j'ai dû faire une organisation un petit peu autour de mes posts, et puis au fur et à mesure des semaines, je la modifiais parce que je voyais que c'était pas faisable ou des choses comme ça. Et du coup, au final, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de programmer, d'avoir au minimum 1 semaine de poste de prêt d'avance pour éviter de me retrouver coincé sur des publications ou des choses comme ça, parce que je veux vraiment maintenir cet objectif. Si j'oublie un jour,
au final, ça serait pas très grave, mais pour moi, je le prendrais peut-être comme un échec au final, parce que voilà, ça fait 5 mois, il en reste encore 7, mais j'ai fait le plus dur, je pense. Maintenant, c'est rentrer dans ma routine et ça vient de plus en plus facilement et rapidement. Et les résultats sont là derrière, donc c'est super cool. Mais c'est sûr, comme tu disais, il y a aussi le côté santé, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso qu'il faut apprendre à gérer à gérer différemment que quand j'étais en salarié dans l'entreprise. C'est deux choses vraiment différentes et c'est un nouvel équilibre à trouver. Mais j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui comprend mon choix de me lancer du coup en solo et de voir qu'au final, je vis de j'essaye de vivre de ma passion petit à petit. Ça grossit de plus en plus, mais ouais, je pense que le plus important, du moins quand on commence, c'est l'entourage des personnes, notre entourage proche, que ce soit la famille ou les amis, et puis les rencontres qu'on peut faire aussi sur les réseaux, les premiers clients qu'on peut avoir. C'est ça le plus important. Mais c'est drôle parce que en fait, j'ai remarqué que quand tu t'es lancé, tu as été clairement dans l'inconnu, dans l'action, et tu t'es adapté au mouvement de l'action. Et tu t'es pas dit, OK, il se passe ça, donc je vais devoir réagir comme ça, donc je vais faire ça. Non, tu as sauté carrément dans le bain et t'as appris à nager, en fait, avec tout ce que tu avais. Tu as créé avec tout ce que tu avais à travers ton rythme. Et en plus, en fait, tu as sauté, on va dire, j'adore cette expression, tu as sauté dans le vide, mais tu avais ton harnais de sécurité qui était t'entourer de mentors, avoir un bon entourage, trouver ton levier, en fait, ton pivot de motivation pour pouvoir maintenir ta discipline. Comme ça, tu as ta discipline. Du coup, si la motivation est pas là, tu as quand même ton harnais de sécurité qui est là. Donc, c'est cool. Donc, du coup, en fait, j'aime l'entrepreneuriat parce qu'en fait, personnellement, et dis-moi si c'est la même chose pour toi, parce qu'en fait, on se connaît. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pour moi un mindset avant même de juste être entrepreneur. Et c'est vraiment apprendre à se connaître. Et toi, ton entourage, tu l'as dit, c'est important, mais on le ressent même, du coup, tu le dis même dans LinkedIn, dans la plateforme dans laquelle tu es, tu as tout de suite été chercher, encore une fois, ton entourage parce que tu sais que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Et je pense que c'est vraiment intéressant que tu le soulignes parce que moi-même, ça me fait réaliser que chacun a son harnais de sécurité, mais que toi, tu le savais depuis le début, ton harnais de sécurité, c'était quoi et comment tu fais pour ressauter encore dans le vide, pour pouvoir maintenir ton objectif au final, qui est au final, tu disais, là, ça fait 5 mois. C'est ça. Bientôt à la moitié, là, déjà. Hein. C'est comme là, à la moitié. C'est bientôt au point de non-retour, là. Donc, ça veut dire que tu peux plus faire marche arrière. Je peux plus revenir en arrière. Oui, c'est ça. C'est même plus ça, c'est que je d'aller peux au plus bout. retourner en arrière. Je pense même que c'est même pas que je peux pas, c'est je ne veux pas retourner en arrière. Non, c'est vrai que en fait, je me suis lancé du coup dans l'aventure de l'entrepreneuriat parce que j'en avais envie et que je savais qu'un jour ou l'autre j'allais le faire. C'est arrivé peut-être un petit peu plus tôt que prévu, mais bon, maintenant je regrette de ne pas l'avoir commencé plus tôt, donc c'est un peu à contresens. Mais au final, tout vient à point. Si c'est pas venu plus tôt, c'est que c'était pas le bon moment. Et si c'est venu il y a 5 mois, c'est que c'était le bon moment. Donc je le vois plutôt comme ça. Et maintenant, je vis au jour le jour. Tu vois, demain, je ne sais pas de quoi demain est fait. Ça se trouve, je vais avoir un nouveau client. Ça se trouve, je vais avoir une nouvelle demande. Donc c'est ça qui est cool. Et pour le moment, j'ai pas du tout envie de revenir en tant que salarié dans une entreprise. Je suis beaucoup trop épanoui comme ça. Je suis très bien comme ça. J'espère que ça va durer super très longtemps. Ben, en tout cas, tu es bien parti puisque tu as trouvé tes leviers et tu sais ce que c'est que maintenant sauter dans le vide. Puisque maintenant, le vide dans lequel tu as sauté au début, ça y est, c'est ta structure. Maintenant que ta nouvelle base, tu vas ressauter comme dans le vide quand tu vas avoir atteint ton prochain objectif. Mais j'avais une question pour toi. Tu sais, on parle de vivre de sa passion. OK, là, on va dans des conversations deep, dans des conversations profondes. On y va. Vivre de sa passion. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre de sa passion? Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression quand on dit j'ai hâte de vivre de ma passion, j'ai l'impression que les gens attendent d'avoir l'argent, le résultat pour pouvoir se dire je vis de ma passion. Parce que c'est comme si que je vis,
Mais quand je sais que je suis en vie et que je profite de ma vie, que je peux vivre de ma passion, c'est parce que je peux profiter des fruits financiers que ma passion me permet d'avoir. Et je pense, tu disais tout à l'heure, même si tu disais j'essaye de vivre de ma passion, mais au final, je pense que tu vis actuellement de ta passion puisque tu es arrivé au fait de dire, si je peux me permettre, je parle pas pour toi là, mais tu as même dit, je ne veux pas retourner en arrière. Donc je pense que dès que tu as la mentalité de je ne veux pas retourner en arrière, ça veut dire que finalement, parce que tu t'es épanoui, tu vas aller plus loin, c'est fou ce qui se passe, c'est comme, oh, j'aurais dû peut-être commencer plus tôt, mais c'est normal que tout arrive comme ça. T'as acquéri comme même la sagesse et qu'au final, est-ce que tu peux confirmer qu'aujourd'hui tu vis de ta passion? Oui, aujourd'hui je vis de ma passion. En fait, pour moi l'objectif de vivre de sa passion, c'est vraiment, pour moi passion n'est pas forcément égal à argent. Après tout le monde est différent et encore c'est mieux comme ça. Mais on a chacun sa propre passion. Il peut y avoir des passions. La passion, ça peut être de voyager, de découvrir tous les pays du monde. Une passion, ça peut être de jouer d'un instrument. Ça peut être de rencontrer telle ou telle personne, de faire je sais pas, un projet humanitaire, d'avoir une activité de chanteur, de sportif de haut niveau, toutes ces choses-là. Donc chacun a sa propre passion et pour moi, ma passion et ce que j'aime faire, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc ça va être d'accompagner des clients dans la création de sites internet, la création d'identités visuelles, dans la réalisation de tous leurs projets. Et c'est vraiment dans ça que je m'épanouis et dans ça que je suis le plus heureux aujourd'hui. Non, c'est ça qui me passionne vraiment. Et chaque matin, je me lève avec l'envie de travailler, de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vois, je reviens de 15 jours en vacances. J'ai pas réussi à déconnecter à 100%. Je pensais toujours au travail, à comment ça allait être la reprise. Donc j'ai regardé mes mails, j'ai regardé LinkedIn, j'ai appelé un prospect, j'ai échangé avec des clients aussi, parce que je n'ai pas réussi à déconnecter à 100% parce que au final, je pense que j'aime trop ce que je fais pour complètement arrêter. Et j'ai mis aussi trop d'investissement et trop d'énergie pendant 5 mois pour me dire allez, pendant 2 semaines j'arrête tout. J'avais pas envie de ça non plus parce que je savais qu'à la fin de ces 2 semaines, si j'arrêtais, j'allais recommencer à zéro. Donc j'avais pas envie forcément de ça. Je voulais maintenir un petit peu un flux continu sur tout ce que j'avais à faire, même si j'ai quand même bien profité de mes vacances, je me suis bien reposé, toutes ces choses-là. Mais voilà, pour moi, vivre de sa passion, pour revenir du coup à ta question, ce n'est pas forcément lié à l'argent, c'est plus être épanoui dans ce qu'on fait au jour le jour et avoir du coup la petite flamme intérieure qui brûle sans cesse et qui nous emmène qu'on soit heureux tous les jours, qu'on découvre de nouvelles personnes, quand on parle de notre activité, ça se ressent que ça nous plaît, toutes ces choses-là. En fait, c'est un ensemble. Moi, la passion, c'est un ensemble de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qui nous anime au quotidien sur une activité ou même plusieurs, je pense. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'ai noté plein de trucs, donc là, j'ai plein de questions. La première chose, je pense que le concept de l'épanouissement est propre à chacun. Bien sûr. Pour moi, personnellement, être épanoui, c'est quand je me lève le matin, ça fait du sens. C'est-à-dire, moi, être épanoui dans ma vie, je dis pas que l'épanouissement, c'est ça, mais j'ai compris que mon épanouissement à moi, j'ai dû le travailler. Je sais pas pour toi aussi, Clément, tu sais, c'est comme, ça se travaille, en fait, l'épanouissement à travers la passion que tu développes. Tu te rends compte que tu es épanoui en mettant des choses en place et l'émotion que tu ressens derrière. Quand je me lève le matin, je sais que ça fait du sens dans le sens où, j'ai hâte d'aller dormir le soir pour pouvoir me réveiller tôt le matin parce que j'ai hâte de revivre ma vie, parce que je sais que je fais une différence. Je fais pas une différence peut-être dans le monde, mais je sais que je fais la différence dans la vie des gens. Et sans forcément me dire que je suis celle qui fait la différence, mais que j'ai mis une petite graine ici, puis qu'elle prenne et qu'elle prenne pas, peu importe. C'est juste la mise en action qui fait du sens pour moi. Et pour toi, c'est quoi l'épanouissement? Moi, je le vois. Pour moi, l'épanouissement, il y a l'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel qui peuvent être deux choses différentes et je le vois un petit peu comme ça, même si les deux au final se rejoignent et sont liés.
Donc l'épanouissement personnel, ça peut être comme un petit peu comme toi, de se lever le matin et d'être heureux. Ça va être une bonne journée, on va faire des choses qui nous plaisent, toutes ces choses-là. Après, dans l'épanouissement personnel, on peut être avec notre entourage. Quand notre entourage va bien, pour moi, je suis content aussi d'aller voir ma famille, d'aller voir mes grands-parents, ma compagne, toutes ces choses-là. Je suis content aussi, et c'est un épanouissement personnel qui est important pour moi. Je suis très famille, donc c'est un épanouissement qui compte énormément. Et après, l'épanouissement professionnel, ça va être chaque matin, je me lève avec l'envie de continuer, d'accompagner de nouveaux clients. Et pour moi, du coup, c'est lié à l'épanouissement professionnel aussi. C'est intéressant. En fait, je le vois sur deux choses, l'épanouissement personnel et professionnel. Et il y a un équilibre aussi qui est à trouver pour que les deux épanouissements, ils soient au taquet les deux, et que ça se passe toujours bien. Et donc, il y a un certain équilibre à trouver. Ah, c'est drôle parce que dans mon cas, moi, mon épanouissement professionnel et personnel, c'est la même chose. Genre, je ne différencie pas le professionnel et le personnel. Et avant longtemps, je culpabilisais parce que les gens me disaient non, il faut que ça soit différencié, le personnel et le professionnel. Et en fait, j'ai appris à accepter que moi, c'est l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un, en fait, au final. Et c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que c'est tellement propre à chacun. Il n'y a pas une façon d'être épanoui. Et je suis complètement d'accord avec ta façon de voir les choses, même si je vais pas dire, je peux pas dire que je suis pas d'accord parce que c'est juste deux points de vue différents. Mais j'aime le fait que tu dises que c'est deux choses qui a un équilibre et qui est au centre. Moi, c'est drôle, mon centre, c'est ce qui fait mon équilibre. Et tu parlais de ta famille, qui est très importante pour toi. Donc, en fait, c'est une valeur qui est importante pour toi, qu'on retrouve encore une fois dans tes bases, dans ton fameux élastique qui te permettent de te lancer, puisque tu parlais de l'entourage. Et que, au final, je pense que, pas je pense, mais tes valeurs se ressentent beaucoup en fait, moi, j'ai ressenti beaucoup tes valeurs dans le professionnalisme, dans ton professionnalisme. C'est ce que j'ai tout de suite matché pour la personne que tu es, en fait, au niveau même du coup de ton professionnalisme. Et que est-ce que tu as les mêmes valeurs professionnellement et personnellement? Oui, au final, je pense qu'elles se rejoignent. Mais après, comme pour revenir à ce que tu disais, il y a l'épanouissement personnel et professionnel. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre aussi. Mais en fait, je fais une différence. C'est juste, par exemple, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais si par exemple, je peux pas continuer mon activité et du coup mon épanouissement professionnel, je sais qu'à côté, mon épanouissement personnel, il sera pas atteint et ça sera toujours le même. Ah. Et du coup, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Mais après, comme tu disais, c'est propre à chacun et chacun a son propre épanouissement, que ce soit personnel, professionnel, les deux en même temps, comme toi. Et du coup, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Complètement. Et du coup, mais oui, dans mes relations professionnelles et du coup les relations clients, j'essaye d'être le plus authentique possible, de ne pas jouer un rôle, d'être pareil que tous les jours en fait. Et c'est ça qui plaît aussi un petit peu. J'essaye d'être le plus réactif possible, d'accompagner comme si j'accompagnais quelqu'un de ma famille dans son activité ou des choses ou n'importe quoi. Donc j'essaye vraiment de rester le même tout le temps, que ce soit personnel ou professionnel du coup. Ouais. C'est intéressant. En fait, c'est pas la même chose, mais en fait, la base est pareille au final. C'est ça qui est intéressant. Puis, après, ça veut pas dire que quand j'échange avec des clients, j'échange comme si c'était avec des amis ou ma famille. Parce que il y a les limites en plus, que quand même, il y a des limites que tu mets personnellement, que tu mets aussi professionnellement, et c'est incroyable parce que je vais en aller vers là. Quelles sont tes limites à la passion? Est-ce que tu as des limites quand tu es passionné, quand tu vis ta passion? Du coup, pour l'instant, pour l'instant, pas du tout ce que je veux dire. Tu vis actuellement, du coup, de ta passion. Tu mets tout en place. Quand on est passionné, souvent, c'est comme tout est illimité. Puisque tu te donnes ton temps, tu ne comptes pas ton temps. Tu donnes, en fait, t'es illimité. Mais comment toi, est-ce que tu mets des limites? Si oui, comment? Parce que, pour moi, on a plusieurs corps. Il y a le corps physique au niveau de la santé. Il y a aussi le corps mental, ton corps émotionnel, corps spirituel. Enfin bref, chacun a sa façon de voir les choses. Mais c'est quoi tes limites, en fait, pour continuer à maintenir la santé de ton épanouissement?
C'est une très bonne question. Piège, non, je rigole. Ouais. Je vais réfléchir un peu avant de répondre. Non, je pense qu'au début, j'avais du mal à mettre des limites. Je pouvais répondre à un appel tard le soir ou tôt le matin si un client m'appelait. Donc, j'avais pas vraiment mis de limites. Je m'en suis rendu compte petit à petit parce que, avec ma compagne qui me disait bah non tu vas pas répondre maintenant et, tu vois il est tard ou des choses comme ça bah tu vois t'es encore sur LinkedIn alors que c'est la fin de la journée tu pourrais lâcher un petit peu et donc j'essaye de plus en plus de me forcer à mettre des limites pour garder l'équilibre personnel et professionnel aussi pour éviter que ça impacte du coup la vie de tous les jours. Mais c'est sûr que quand on commence, du coup, on est tellement passionné et pris dedans, pris dans notre activité, on veut que ça aille encore plus vite, on veut faire plus, on veut donner plus. Donc c'est pas simple, du moins au début, de poser ses propres limites. Je le vois avec des clients où quand il y a des choses qui ne vont pas, je vais toujours vouloir modifier, par exemple, les designs pour aller plus loin, pour aller faire pour que ça soit 100% parfait en fait pour le client. Même si je demande pas du coup de faire un nouveau devis parce qu'il y a des modifications, je le prends sur moi, donc c'est du temps que je mets en plus sans forcément gagner de l'argent derrière. Mais donc c'est toutes ces limites là, je pense qu'il faut apprendre petit à petit, on doit s'améliorer et on doit progresser dessus, mais ça viendra avec le temps et avec l'expérience, je pense aussi. Il faut un petit peu d'expérience pour comprendre ses limites et les découvrir, en fait, au final. Ouais, les découvrir, c'est ça. Tu as su les découvrir au fur et à mesure que tu as mis. Peut-être quand tu as fixé. En fait, je pense, est-ce que quand tu as fixé ton objectif, ça a été ton point de repère pour pouvoir tracer tes limites, justement, pour continuer à aller vers ton objectif? Moi, des objectifs, je m'en fixe tous les jours. Tous les jours, j'ai des nouveaux objectifs, que ce soit à court, moyen et long terme. J'essaye toujours d'avoir des petits objectifs. Dès qu'il y en a un d'atteint, j'essaye de le célébrer, d'en parler à droite à gauche, parce que moi, je le fête comme une victoire, en fait, et ça prouve que ça avance et que ça évolue dans le temps. Je préfère faire comme ça que me fixer un gros objectif et pendant 6 mois, on attend et on ne sait pas si on va y arriver. Ouais. Donc tous les jours, je me fixe des nouveaux objectifs et petit à petit, étape par étape, en fait, on y arrive et ça prend de l'ampleur de plus en plus et chaque objectif est atteint petit à petit. Comme je t'ai dit, là, j'ai atteint les 3000 abonnés du coup hier et je me suis déjà fixé la prochaine étape en termes de nombre d'abonnés pour essayer d'y arriver. Donc je vais tout faire pour y arriver parce que si j'y arrive pas, ça sera comme un échec pour moi. Mais j'essaie vraiment d'à chaque fois de les atteindre le plus rapidement possible, tout en ne pas dépassant certaines limites. Tout en respectant ton rythme au final, qui permet de respecter tes limites. Alors, c'est ça. Tu parles souvent de l'échec. Je pense encore une fois, le concept de l'échec est tellement propre à chacun. Il n'y a pas une définition de l'échec. Première question, est-ce que tu as déjà vécu un échec depuis que tu vis tes passions? Et si oui, c'est quoi ta définition d'échec et comment tu fais quand tu as un échec, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le considères? Est-ce que tu as une résilience? Est-ce que tout est fini? Qui est Clément face à l'échec? C'est ça, c'est ma question. Qui est Clément face à l'échec et qu'est-ce que c'est qu'un échec pour Clément? C'est encore une très bonne question. Désolée. C'est tellement intéressant ce que tu dis, donc forcément, je suis comme, j'ai envie de creuser dans ce que tu dis. Non, pour moi, il peut y avoir des échecs, mais quand on arrive, si par exemple on a un échec, ça ne veut pas dire que c'est la fin. On peut toujours essayer de modifier, de l'adapter et d'atteindre la victoire du coup après et la réussite. Oui, j'ai déjà raté certaines choses, eu des échecs depuis que je me suis lancé, dont un où je suis passé, c'était une relation avec un client et
je propose le devis, ils signent le devis, je commence à travailler, ça se passe bien, j'envoie une première version, ça ne leur convient pas, et du coup, étant gentil et voulant bien faire les choses, je fais une deuxième version, ça ne leur va toujours pas, donc je continue, je fais une troisième version parce qu'on va pas s'arrêter là quand même. Donc je fais une troisième version, la troisième version ça leur va toujours pas. Donc là, je me suis quand même beaucoup remis en question, à voir est-ce que j'étais vraiment fait pour ça, pourquoi ça leur plaît pas, pourquoi ça leur convient pas. Et du coup, après de longues nuits de doute, de réflexion, un peu de stress aussi, à savoir comment faire, comment rattraper la chose, toutes ces choses-là, j'ai décidé de faire un mail et de demander d'arrêter en fait la relation, quitte à ce que je sois pas payé, parce que du coup il y avait une incohérence entre ce qu'ils me demandaient, ce que je proposais. Après, ils changeaient à droite à gauche. Le tarif que j'avais fixé aussi, je m'y perdais un petit peu. Eux, ils n'avaient pas forcément de trésorerie et de fonds pour me payer plus. Donc, j'ai préféré tout arrêter, quitte à perdre du coup des sous, du temps, de l'argent, mais de l'énergie aussi. Oui, moi, je l'ai pris comme un échec parce que j'ai pas réussi à cadrer comme il faut dans le devis, à, je pense, bien écouter ce qu'ils souhaitaient, et à ne pas être assez ferme derrière en leur disant si vous n'êtes pas content, on va refaire un devis ou on refait un call pour bien définir ce que vous souhaitez, toutes ces choses-là. Donc c'est un tout, mais au final, sur le coup, ça a été un échec. Maintenant, quand je le vois plusieurs mois après, c'est plus comme une leçon qui me permet de progresser et de m'améliorer pour d'autres clients, que forcément un échec. Parce que au final, un échec, ça veut tout et rien dire, ça dépend des personnes, ça dépend comment c'est vu. Donc c'est un petit peu... C'est une question de point de vue, un échec au final. Parce qu'au final, tu l'as dit, j'allais dire, est-ce que c'était un échec ou un apprentissage après coup, en fait? Parce qu'au final, grâce à cet échec, je pense que l'échec, c'est dans le moment présent. Ouais. Et au final, grâce à cet échec, tu en as fait une victoire puisque tu as posé tes limites. Puisque tu as recoupé ton contrat, ça se trouve, tu as ajouté une clause au bout de 3 fois, il se passe ci. Donc, tu as réussi de par cet exemple, en fait, et ta vulnérabilité, tu l'as dit, j'allais pas bien, j'ai mal dormi. En fait, je pense que l'échec, c'est vraiment passager, c'est nécessaire parce que même si t'as été dans l'inconfortabilité totale, ça a été inconfortable pour toi, c'est grâce à ce moment-là que tu t'es posé les bonnes questions. Parce que quand tout va bien, l'avantage de quand tout va bien, c'est bien parce que tout va bien, mais on est confortable, on ne s'améliore pas quand on va bien. C'est une réalité, je pense, quand tout va bien, quand tu es confortable, même que tout explose, c'est confortable. Et je pense que des fois, dans un podcast, il y a une Antsa, on parlait de faire confiance au processus et on parlait de la croissance. Et j'ai aimé l'exemple qu'elle disait, tu sais, quand tu as besoin d'une croissance, ça prend un élan. Ça prend un down pour pouvoir remonter, pour avoir un élan, parce que si tout est plat, pour remonter, même si tu remontes, ça prend un élan. Et tu as pris ton élan avec ta prise de recul. Et aujourd'hui, grâce à cet échec, tu l'as transformé en apprentissage que tu as transformé en limite au final. Donc c'est... Je pense qu'on est obligé de passer par des échecs pour au final réussir à la fin. Sinon, si comme tu dis, si c'est tout le temps tout plat et que quand tout va bien, c'est bien. Mais si un jour c'est la catastrophe ou quoi que ce soit, on ne saura pas forcément comment gérer la chose ou quoi que ce soit. Donc on est obligé de passer par des moments plus compliqués, plus tendus, avec des échecs, des choses comme ça. Mais derrière, la victoire, elle sera plus belle. Donc voilà, moi, ce que je disais, c'est que dans un call, là, dernièrement, il y a des moments où on va être dans le creux de la vague, mais derrière le creux de la vague, il y a forcément le haut. Donc, à un moment donné, on y sera en haut. Et quand on est tout en haut, on sait qu'à un moment donné, on va redescendre. C'est obligé. On peut pas rester éternellement tout en haut. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est ça aussi qui est sympa dans cette aventure. C'est des hauts et des bas, mais c'est pas... en fait, de par ta constance et ta régularité, parce que ça prend... D'après tout ce que tu dis, en fait, c'est ta constance et ta régularité. Et tu as travaillé un rythme, tu as travaillé tes limites, tu as travaillé ta motivation, tu as tout mis à travers la création de ta discipline. Et tu vois, j'ai regardé la définition de échec.
je me suis dit, tiens, parce qu'on en parle, mais des fois, on oublie le concept d'échec. Donc, je vais juste aller voir qu'est-ce que le petit Robert, non, qu'on dit le Larousse. Le Larousse. Alors, est-ce que Wikipédia, c'est une source fiable? Ça dépend, hein. Dis toujours là. Ah, c'est bon, j'en ai trouvé une. OK. Alors, comment définir l'échec? Selon le Larousse, le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, manque de réussite, défaite, insuccès, revers. Je trouve que c'est quand même un peu fort quand même la définition. Enfin, parce que pour moi, ça reste en surface de définition. Exactement. T'as bien raison. Manque de profondeur ou enfin tout dépend. Tout dépend l'échec, à quel moment il a lieu, sur quoi, sur comment, avec qui, où. Ouais. Mais je pense que c'est la mentalité qui a derrière, vraiment le mindset que tu as derrière, la résilience de l'échec. C'est là, en fait, est-ce que ça va rester un échec? Mais j'ai entendu un mot que tu répètes très souvent. Tu ne dis pas réussite, tu parles de victoire. Et je suis très curieuse parce que on pourrait croire que comment dire, pour moi, les mots, tu choisis des mots bien définis qui sont propres à toi. Mais je trouve ça intéressant parce que je crois que tu es l'une des personnes qui va pas parler tu vas pas dire le mot réussite, tu vas souvent parler de victoire, que ça soit pour tes objectifs, que ça soit pour l'épanouissement, que ça soit, donc, du coup, question un peu encore difficile, mais je pense que c'est une curiosité. C'est quoi la victoire pour toi? Et t'as dit, moment de victoire est égal à la réussite. J'ai trouvé ça tellement intéressant parce que moi, je vois plus, j'ai jamais fait de notion de victoire. Mais là, je suis comme en train de me dire, et tu parles de célébrer. Et là, je fais comme, c'est tellement intéressant. Je veux en savoir plus sur ton concept. Moment de victoire est égal à la réussite. J'ai trouvé ça tellement intéressant parce que moi, je vois plus, j'ai jamais fait de notion de victoire. Mais là, je suis comme en train de me dire, et tu parles de célébrer. Et là, je fais comme, c'est tellement intéressant. Je veux en savoir plus sur ton concept. Je t'avoue que je me suis jamais posé cette question-là de pourquoi j'utilise victoire et moins réussite. Mais si je cogite un peu et que j'essaye de te donner une réponse, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport en général. N'importe quoi. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Dès qu'il y a du sport à la télé, je regarde, que ce soit un concours de pétanque, un match de foot, un match de rugby, du tennis, enfin vraiment du hand, tout. Et pour moi la victoire, du coup c'est à la fin d'un match. Il y a un perdant, il y a une victoire, et du coup je l'associe peut-être plus à ce côté-là où quand il y a à la fin du temps réglementaire, il y a soit on gagne soit on perd, et du coup on va le célébrer comme une victoire, et du coup chaque objectif que j'essaie de me fixer et que je me fixe du coup tous les jours entre guillemets, et j'essaye à chaque fois de les célébrer pour me dire, pour le marquer en fait, que ce soit dans le temps, dans mon esprit ou des choses comme ça, en me disant voilà, ce jour-là j'ai réussi ça, mais je le fête comme une victoire. Ouais. Du coup cet objectif il est réussi, c'est une victoire, je passe au suivant et j'enchaîne victoire sur victoire, avec des défaites aussi. Ça, l'un ne va pas sans l'autre, on est obligé de passer par là comme ce qu'on disait, mais moi je le vois plus comme ça. Après, non, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait que je cherche un petit peu plus pour savoir pourquoi j'utilise ce mot-là, plus que réussite. Mais oui, c'est pas une question piège, c'est vraiment que tu utilises plus le mot victoire, mais j'apporte un point de réflexion. C'est parce que tu parles tu disais tout à l'heure, j'aime me fixer des objectifs et les atteindre. Donc, et tu disais en plus que tu aimes le sport. Donc, tu as l'esprit de compétition. Donc, et c'est drôle parce que plus j'échange avec les gens, plus encore une fois, je me rends compte que l'entrepreneuriat, le dépassement de soi, le développement personnel, il n'y a pas une façon de faire. Et des fois, je me dis comme, je suis pas quelqu'un qui me fixe des objectifs. En fait, j'ai remarqué le concept d'objectif pour moi. J'essaye, plus je me mets des objectifs à atteindre, plus ça va être difficile
de les atteindre. Et là, là, je suis dans cette question de, est-ce que j'ai un problème ou est-ce que c'est ma façon de vivre? Est-ce que c'est une mentalité que j'ai ou est-ce que c'est un concept que je me suis approprié? Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant que toi, en fait, tu aimes visiblement la compétition, c'est ce qui t'anime. Et tu parlais de objectifs SMART, donc tu sais spécifique, mesurable, atteignable, temporel, le R. Je sais plus c'est quoi le R. Je sais plus. Mais tu sais, c'est des objectifs que tu sais. Tu te laisses du loose, comme on dit au Québec, tu te laisses du loose, genre tu te laisses un peu, mais en même temps, t'es un peu rigide, donc c'est adapté à ton rythme. En allant dans tout ça, je sais plus ce que je voulais dire, ça sera pas long. Moi, oui. juste pour revenir, quand tu dis, c'est vrai que j'ai un esprit de compétition et que moi j'ai envie de réussir, comme tout le monde, je pense. Mais du coup, oui, j'ai un esprit de compétition, mais c'est l'esprit de compétition dans le sport, c'est pas forcément pour écraser l'autre et pour tout gagner, pour tout rafler. C'est aussi l'esprit de compétition en rencontrant de nouvelles personnes, en faisant des partenariats, en s'entraidant et en se tirant vers le haut tous ensemble, qu'on peut réussir et aller atteindre des victoires et des objectifs. Et pour moi, l'esprit de compétition, c'est ça aussi. C'est pas forcément être tout seul dans son coin en écrasant les autres et en gravisant les échelons petit à petit. Il y a ça aussi dans le sport. Il y a dans les sports individuels, l'esprit de compétition, c'est je veux être le meilleur et il y a personne autour de moi et je suis le meilleur dans ma discipline. Mais moi, je le vois pas comme ça. Donc, en fait, c'est ta forme de leadership. Oui, mais pourtant, je suis pas du tout un leader. Et si en fait, ça dépend. C'est pourtant un leader. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui va tirer les autres vers le haut, qui va entraîner des bonnes choses pour que les autres puissent atteindre leur réussite, les objectifs, tout ça. Et moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de solitaire aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui... C'est compliqué de trouver les bons mots et de voir comment définir la chose. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, de ce que je découvre depuis quelques mois, c'est que tout seul, on n'arrivera à rien. Donc, il faut s'entourer de bonnes personnes, s'entraider et pour viser plus haut. Mais j'aime bien aussi, du coup, être seul dans mon projet, travailler seul et aller à droite à gauche. Après, si j'y arrive pas ou si y a des personnes qui me demandent de l'aide sur certaines choses, là, il y a aucun souci. Mais j'aime aussi ce côté solitaire dans le terme solopreneur, du coup, qui du coup me correspond bien aussi, je trouve. Eh ben, juste petite pause, excuse-moi, mon amour. Mon conjoint qui adore le sport aussi entendait ce que tu disais et il disait que c'était très pertinent. Ce que tu disais quoi, mon amour? Non, sur le terme leader, c'est d'expliquer la différence. Oui. La vision qu'on peut avoir d'un leader dans le monde d'entrepreneuriat, d'un leader qui est dans le sport. Un réel leader, c'est quelqu'un qui pousse les autres vers le haut tout en gardant son leadership. Ouais, ok. Donc, en gros, il confirme ce que tu dis. Et c'est drôle parce que j'ai un point de vue différent. Parce que je pense que pour moi, on est tous des leaders. Pour moi, tu es un leader parce que tu as été mon leader. Pendant que je prenais tes services, tu as été quand même mon leader. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir le leadership. Mais je pense que... Ça, c'est toi qui le vois comme ça. Du coup, moi, quand on s'est rencontrés la première fois, que j'ai essayé de t'accompagner, je le voyais pas comme un leader et la personne en dessous qui j'essayais d'apprendre certaines choses. Pour moi, on était sur le même pied d'égalité et j'essayais de te transmettre mes connaissances et mes savoirs sur LinkedIn du coup et sur ce que je savais faire. Et du coup, sans forcément être un leader sur la chose. Moi, je le voyais pas comme ça du coup. Ok, parce que pour moi, justement, être un leader ou comment dire, pareil, on parle de leadership dans un autre podcast avec Noé. Je mentionne si nos auditeurs veulent aller voir. Et il m'a fait prendre conscience de ce que c'était le leadership et être un leader et avoir du leadership. Et en fait, on est tous entre guillemets des leaders
Après, c'est sûr que la notion de leader, être un leader dans telle chose ou dans telle affaire ou peu importe, on a tous un côté leader entre nous, mais il n'y a pas ce côté je suis un leader, je t'enseigne, etc. Parce qu'un excellent leader est un bon follower aussi. Et des fois, tu sais, t'as remarqué un peu sur LinkedIn, il y a ce côté on est des leaders, puis t'as un leader ou t'as un follower. Et je me rends compte que c'est comme, franchement, si tu penses qu'un bon leader, c'est être juste un leader et ne pas être un follower, ben tu es un mauvais leader. Tu n'es pas un leader en fait, puisque à partir du moment où ton égocentrisme et ton égoïsme est présent et que tu ne fais pas dans l'intérêt forcément, tu fais juste tu utilises les autres et c'est correct aussi pour ton propre intérêt. Ben c'est plus du leadership ou du être leader. Mais encore une fois, on a tous une façon différente de voir les choses. Mais je trouve que pour moi personnellement, tu es comme un leader dans ta façon d'être, puisque à travers LinkedIn, les posts que tu mets, pour moi, je vois un leader dans le sens, c'est comme, ok, indirectement, tout ce que tu mets, les outils que tu mets en place, que tu mets au monde, en fait, parce que c'est pas pour toi que tu le mets, c'est parce que tu as envie de partager quelque chose aux autres par rapport à tes expériences. T'es pas là en mode, non, c'est mes expériences, puis tu te démerdes. Désolée, je suis un peu vulgaire. Que toi, c'est comme, j'ai fait mes statistiques, il s'est passé ça. J'ai réussi à atteindre mes objectifs, je vous montre comment je fais. Mais pour moi, c'est ça, un leader aussi. C'est une personne qui va prendre ses expériences, qui va le montrer aux autres pour pouvoir indirectement aider les autres dans leur propre réussite. Et tu parlais que tantôt, tu sais, par rapport à tes clients, que t'aimes ça par rapport à l'identité visuelle, que par rapport au site internet. Donc, moi, personnellement, après, c'est mon concept, mais je vois quand même je pense que je vois du leadership, enfin, un leader dans chaque entrepreneur, puisqu'au final, même si c'est pour toi, tu te nourris aussi à travers tes clients indirectement, l'échange que tu as, ce challenge de ok, moi je vais faire ça, ok, tu vas utiliser ta créativité pour essayer de rendre quelque chose au client, pas juste un service, mais tu vas lui donner ton professionnalisme, tu vas lui donner ta créativité, tu vas aller chercher des problèmes à résoudre. Donc tout ça pour le bien-être entre guillemets et pour que la personne elle-même puisse jouir de son potentiel elle-même après. C'est comme ça moi ma définition du leadership ou du leader, mais je vois quand même un bon leader en toi. Même si tu es solo, moi aussi je suis quelqu'un de très solitaire, avec du recul, je me rends compte, j'aime ça être dans ma bulle, mais quand je travaille, j'aime ça en mode collectivité. Genre, tu vois, genre le podcast, en plus, c'est créer les leaders de demain. Donc indirectement, si en plus je t'ai choisi, c'est qu'indirectement on crée les leaders de demain, et donc si on crée un peu les leaders de demain, c'est parce que t'as quand même un beau leadership de par rien que les résultats, les défaites, les échecs que tu postes. On sent un beau leadership en arrière de ça, genre c'est un bon compliment. Mais j'ai aimé, ça me remet en question encore une fois sur le leadership par rapport à la compétition, au fait que tu peux être individuel. Donc au final, j'aime ce que tu as appris, puis ce que je viens d'apprendre, parce qu'en fait, ça encore confronte ma façon de voir du leadership, mais qui est très intéressante parce que je ne voyais pas ça, parce que je n'ai pas l'esprit de compétition. Et j'ai remarqué que chacun a son esprit et que c'est intéressant parce que si j'ai des clients et qu'ils ont l'esprit de compétition, il faut que j'arrive à m'adapter puis me pivoter puis comme bien connaître le client. Je pense que c'est son client cible, c'est très important. Et indirectement, tu sais qui est ton client, tu le sais. Ouais. C'est comme ton client cible, c'est ton client idéal. Donc forcément, il va peut-être avoir un peu pas des traits de personnalité, mais tu le sais comment aller vers ton client. Parce que tu as ce côté, par exemple, peut-être compétition, ce côté, j'aime atteindre des objectifs. Moi, j'aime quand ça va de l'avant, quand je sais pas, j'arrive pas à prononcer mes mots, mais quand je vais loin. Ouais, j'ai une vision, en fait, c'est ça, t'as une vision. Un leader a une vision. Tu te connais toi-même. Un leader se connaît soi-même pour bien émettre sa vision. Et c'est dans le bien-être, entre guillemets, de la collectivité. C'est aussi du leadership. T'es peut-être pas le leader, mais t'es quand même un leader. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça me remet en question sur mon esprit de compétition. Ça chamboule un peu, mais j'aime ça. C'est que j'aime ça. Je prends des notes et je me dis, tiens, je vais aller explorer ces points. Parce que moi, tu me dis de fixer un objectif tous les jours. Mais fixer un objectif, ça peut être des tout petits objectifs. Ça peut être, aujourd'hui, il faut que je réponde à tous mes mails, et tiens, ça c'est un objectif, et à la fin de la journée, tu auras répondu à tous tes mails et tu auras atteint ton objectif. Ça peut commencer comme ça. C'est vrai, tu vois en fait, mettre un objectif alors que c'est vrai.
C'est vrai, pas forcément. Tu vois, là, par exemple, j'ai un objectif la semaine prochaine, c'est de finaliser un site. Et du coup, j'ai jusqu'à vendredi prochain pour finaliser ce site. Mais c'est un objectif et je le vois comme un objectif à atteindre pour envoyer la version finale à mon client, qu'il soit content, qu'on puisse faire les allers-retours après. Mais du coup, la prochaine étape, mon prochain objectif, du coup, c'est de finaliser ce site. Alors, petite question. Pour moi-même, en fait. Du coup, si par exemple, là, tu as un objectif à atteindre et que tu n'arrives pas à l'atteindre, qu'est-ce qui fait que tu peux pas atteindre ton objectif? Les raisons souvent communes qui fait que tu peux pas atteindre ton objectif, mais du coup, tu dis, non, je vais faire ça, parce que je sais que je vais le réussir comme ça. Mais c'est quoi les circonstances qui fait que tu n'arrives pas à atteindre un objectif et comment tu fais pour avoir cette discipline, cette détermination pour atteindre ton objectif? Parce que là, tu t'es dit, vendredi, il se passe ça. Est-ce que tu as des conséquences? Est-ce que c'est quoi tout l'aspect en fait en arrière de ça? Déjà, tout dépend de l'objectif. Là, par exemple, c'est un objectif où je suis le maître de mon objectif. Si vendredi prochain, j'arrive pas à finaliser le site, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. C'est parce que j'ai pas réussi à modifier mon organisation pour passer plus de temps à travailler sur le site et du coup l'envoyer au client. Sur des objectifs de ce style-là aussi, quand je crée des designs, des visuels ou des sites internet, c'est que je donne une deadline aussi au client en lui disant, par exemple, le fin août, tu auras une première version de ton site. Et donc, je sais que le 31 août, il faut que je lui envoie la première version. Et donc, je le vois comme un objectif aussi. Je me dis que j'ai 12 jours, 13 jours pour y arriver. Il faut que je mette en place une organisation un petit peu spéciale pour que je puisse finir ce site. Après, il y a d'autres objectifs. Par exemple, les objectifs des abonnés. Il y a une partie, ça dépend de moi, mais il y a une partie, ça ne dépend pas trop de moi. Ça va être aussi l'algorithme LinkedIn qui est dur à compliquer et dur à cerner. Mais si par exemple pendant une semaine je vois que mes posts ils génèrent pas énormément d'abonnés et sur 24 heures j'ai pas énormément d'abonnés, je vais me poser tranquillement et me dire les posts que j'ai fait cette semaine ils ont pas bien fonctionné, je vais essayer de comprendre pourquoi ils ont pas bien fonctionné pour me rattraper la semaine prochaine et à regagner les abonnés pour atteindre mon objectif. Et donc c'est pour ça va vraiment dépendre des objectifs. Mais il y a un mot que tu disais quand tu posais ta question, c'était la discipline, et ça c'est quelque chose que j'ai compris récemment. C'est pour moi la discipline, c'est plus important que la motivation, parce que la motivation, elle peut venir, elle peut s'en aller. Donc sur le long terme, la motivation, on n'arrivera jamais à rien parce qu'il va y avoir des jours où on est très très motivé à faire ce qu'on a à faire et des jours où on n'est pas du tout motivé. Alors que la discipline, si on met en place une discipline et qu'on la tient tous les jours, sur le long terme, on arrivera à notre fin. Donc c'est pour ça pour moi la discipline est bien plus importante que la motivation. Waouh! Alors c'est tellement intéressant parce que je pense que je sous-estime mes objectifs. Parce qu'en fait, en parlant avec toi, je réalise que je me suis fixé un objectif, c'est de lancer mon podcast pour la rentrée, pour septembre. Et tout mon rythme est en lien avec justement cet objectif que je me suis lancé, que je veux atteindre, parce qu'en fait, j'atteins toujours mes objectifs, mais je le sais que je vais les atteindre, je ne sais pas comment, mais je le sais que je vais les atteindre. Tu as dit un mot qui était tellement intéressant, et en fait, de tout ce que tu viens de dire, j'en ai fait un résumé, et tu me dis ce que tu en penses pour que les gens puissent s'approprier ça et s'aider dans leur objectif. Ouais, bien sûr. Tu as dit un truc, le mettre dans ce que tu fais. Ça, là, tu viens de dire un truc, j'en ai la chair de poule, je me dis mais oui que ça fait du sens. Comme tu sais que tu maîtrises le concept, tu sais que tu peux que réussir et au pire, tu te réadaptes à ta réussite. C'est ça, au pire, on s'adapte. Exact. Mais tu maîtrises. Et en fait, c'est tellement intéressant parce que c'est pas juste un objectif que tu te fixes, c'est une maîtrise, en fait, c'est un concept que tu maîtrises. Donc, le site internet, c'est quelque chose que tu maîtrises. Donc, l'objectif,
le résultat, tu le maîtrises en fait de ton objectif au final. Mais il y a des objectifs qu'on maîtrise pas. Comme toi, par exemple, le podcast, du coup, que tu souhaitais lancer et que tu souhaitais faire en septembre, je pense qu'au tout début, tu ne le maîtrisais pas et tu savais pas peut-être comment le lancer, comment le mettre en place, comment le partager, comment le mettre en ligne, toutes ces choses-là. Et il y a des objectifs qu'on ne maîtrise pas. Et ce que j'ai fait, par exemple, c'est je vais lancer ma newsletter du coup en septembre et j'ai fait un post en disant en septembre, je vais lancer ma newsletter. Et du coup, j'ai eu des réactions, les gens étaient contents, ils voulaient s'abonner, toutes ces choses-là, mais j'avais rien créé encore. Et du coup, vu qu'il y a eu de l'engouement et que les gens ont envie de voir la newsletter, je suis dans l'obligation maintenant, en septembre, d'envoyer la première version. Alors que je ne savais pas quelle plateforme utiliser, je ne savais pas de quoi parler, j'avais pas fait mon lien d'inscription, toutes ces choses-là. Et du coup, ça me force à me bouger, à créer ma première version, à créer le lien d'inscription pour que les gens puissent s'inscrire et envoyer la première version en septembre. Et pour moi, c'était un objectif que je ne maîtrisais pas, mais vu que j'en ai parlé, j'étais obligé de le faire. Que tu ne maîtrisais pas encore. Je vais te donner un exemple. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais que je maîtrisais pas encore, parce que du coup, si on pousse un petit peu plus loin, pour moi, on a en nous, on a toutes les capacités, que ce soit dans tous les métiers, n'importe quoi. Il y en a qui vont avoir plus de facilité que d'autres, mais on a toutes les capacités. Et avec un petit peu de travail, on peut y arriver et on peut arriver à se débrouiller à quelque chose. Mais du coup, il faut un petit peu de travail, de la discipline, se mettre un petit peu la tête dedans pour y arriver. Et c'est intéressant parce que pour ta newsletter, par exemple, moi, le podcast, je me rappellerai toujours, je crois que c'est au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai dit, je lance un podcast. Ça m'a pris 4 mois pour lancer mon podcast. J'ai réalisé que je me préparais je me préparais à accomplir un objectif. Et souvent, on se lance. Mon problème avant, c'est que je lançais un objectif et j'apprenais à travers l'objectif que je me lançais, ce qui fait que je me détache de ça, mais c'est ce qui fait que j'arrivais pas à atteindre mes objectifs puisque j'apprenais. Donc, tu vois, pendant 4 mois, avant, je me disais, j'arrive pas à lancer mon podcast, mais alors qu'en fait, c'est tellement de travail entre il y a plusieurs trucs, les montages, le lancement, le jingle. En fait, même là, tout ça, c'est juste je veux pas dire, c'est la superficie. En fait, la profondeur que tu es en train de travailler, tu lances ta newsletter, mais que c'est pas préparé. Mais je pense que tu as regardé les gens avant comment ils faisaient. Tu savais, pour que tu lances au final cet objectif-là, c'est parce que je vais apprendre à le maîtriser. Comme toi, tu as dû regarder des podcasts, tu as dû voir comment les autres faisaient pour essayer de faire mieux aussi, je pense. Ouais, donc c'est intéressant. Et de le faire à ta manière. Ouais, en plus. Et je pense que c'est ça, des fois, dans atteindre des objectifs. Je pense qu'en fait, tu te fixes l'objectif d'atteindre un futur objectif et là, tu lances ton objectif. Ouais, on peut le voir comme ça. Parce qu'en fait, tu parlais du coup, tu es maître de l'objectif, du concept de l'objectif que tu mets en place. Tout va graviter autour, donc le temps, la deadline, la collaboration, parce qu'il y a une collaboration indirectement, que ça soit avec toi et l'objectif et finalement le client, donc il y a une collaboration quelque part, que ça soit quand même atteignable, que du coup il y a tout un rythme. En fait, c'est vraiment quelque chose qui gravite autour de ça, puis que ça fait que ça grossit, puis que c'est que ton objectif il soit présent. La raison du pourquoi tu le fais, c'est important. Se lancer un objectif, mais la raison en arrière, je pense que le pourquoi, le fameux why, que ça soit de vivre de nos passions, que ça soit de entreprendre quelque chose, la raison, je pense, puis va avec le fait que tu es maître. Je pense que ça va l'un va dans l'autre. La prise en compte des circonstances. Tout ça gravite que tu peux plus ou moins contrôler ou maîtriser au-delà de ta maîtrise. Et il y a ce petit pourcentage mais il y a quand même les circonstances qui peut, c'est cette fameuse peut-être truc qui peut aller en mode alerte rouge puis qui vient tout bousculer en fait l'équilibre de l'atteinte de tes objectifs. La compréhension des circonstances.
que tu as nommées. Et enfin, le tout, en fait, qui fait que cette limite qui fait que pour que ça soit dans l'harmonie, la discipline. Et donc, est-ce que j'ai bien résumé la façon dont tu prends en charge, en compte tes objectifs et que l'un ne va pas sans l'autre. S'il y a parmi, dans toute cette belle harmonie, même que ça soit juste la discipline, mais que tu ne prends pas en compte les circonstances, si tu prends en compte les circonstances et la discipline, mais que tu ne prends pas en compte ta raison, quand tout ça, vraiment, c'est un équilibre d'harmonie et que tu laisses agrandir ou non par tes limites et ta zone de confort et ta façon qui est, j'imagine, challengeant, puisque tu es une personne qui aime la compétition. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Okay, oui, ouais, chaque objectif au final est un petit peu challengeant. Chaque nouvelle chose à faire, c'est un nouveau challenge. Ça peut être vu comme ça aussi. C'est intéressant. Moi, le challenge, je le vois comme le dépassement de soi. Genre, je m'approprie pas le mot challenge parce que je suis pas tellement dans la. En fait, je m'identifie pas dans la compétition. Mais en fait, au final, je me rends compte que c'est juste des mots différents, mais la définition est le même au final. Chacun en fait sa propre définition. Exactement. Et ça revient un peu, on est tous différents, donc à chacun de se l'approprier différemment et de le définir comme il le souhaite. Ouais, exact. Ben, je vais plus parler de dépassement de soi. Moi, j'aime me dépasser. Et en fait, mais c'est intéressant ta structure parce que je vais me l'approprier. Puis je vais l'adapter avec mes propres définitions. Et en fait, c'est rassurant même d'ailleurs parce que tu vois là, je suis en train de mettre en place. C'est tellement le temps en fait. J'ai remarqué, comme je te disais, s'il y a un truc qui n'est pas à sa place ou qui vibre pas pour la bonne cohésion de tout le reste, ça vient jouer presque dans ton bien-être en fait. Presque, ça vient vraiment te déstabiliser entre guillemets, mais en même temps, ça peut être comme tu disais challengeant. Moi, j'aime le dépassement de soi, mais en fait, je me rends compte que c'est quasiment la même chose parce que tu te challenges en te dépassant et en te dépassant, tu te challenges dans tous les cas. Donc c'est vraiment intéressant ce concept d'objectif que je me réapproprie grâce à toi au final parce que j'ai remarqué qu'on a deux personnalités qui est complètement différentes. Je vais pas dire opposées parce que c'est pas ce qu'on s'oppose, mais on a deux points de vue complètement différents. Finalement, on est ouvert pareil d'esprit, m'apporte un point de vue sur les objectifs et j'étais un peu fâchée avec les objectifs mais parce que je pense que j'avais un concept qui était un peu biaisé. Tu sais, des fois, on pense que les choses sont comme ça, puis quand tu ouvres un peu ici, tu dis « Ah, en fait, non, ça va, c'est plus comme ça ». Et c'est vraiment intéressant que je vais appliquer pour les podcasts, pour le coup. C'est cool, je suis content. Ouais, c'est ça que j'aime avec ce podcast-là, c'est pour permettre aux gens justement de voir les choses différemment, puis de créer un nouveau truc chez vous, qui vont pouvoir cette résilience et dire ah mais oui j'avais pas vu ça comme ça, puis en voyant comme ça, hop, ça ouvre d'autres portes pour grandir et croître. Sans dire et puis dès que tu te fixes des petits objectifs et que tu les atteins petit à petit, tu verras que ça motive encore plus en fait. Même que ce soit des petits objectifs, toutes ces choses-là, ça motive, ça te pousse à aller plus loin, ça te pousse à en faire plus encore. Donc il y a aussi ce côté motivant encore plus que j'aime bien dans les objectifs que je fixe. Alors du coup j'ai une question pour toi. C'est la question que je déteste qu'on me pose. Je suis curieuse d'entendre ta réponse. Le Clément dans 5 ans, qui est-il? Je vais pas dire qu'est-ce qu'il fait, parce que pour moi, c'est qui tu es qui permet de savoir ce que tu fais et pas ce que tu fais. Enfin, après, ça dépend pour moi, mais pour d'autres, c'est l'inverse. Mais qui est le Clément dans 5 ans? C'est une bonne question parce que c'est du coup avec ce que je te disais tout à l'heure où je vis un petit peu au jour le jour et je me projette pas trop, je sais pas trop. Après je reviens à ce que je disais, mais j'ai des objectifs aussi sur le long terme, donc sur plusieurs années que j'aimerais mettre en place et y arriver petit à petit, mais je sais que c'est pas du tout le bon moment tout de suite. Mais dans 5 ans, par exemple, j'aimerais changer du coup, peut-être passer du statut auto-entrepreneur à un statut entreprise et pourquoi pas avoir d'autres personnes avec moi dans cette aventure, que je puisse du coup
les accompagner, les former sur des connaissances que j'ai et qui n'ont pas, mais aussi inversement, que eux puissent m'apporter des choses que je n'ai pas. C'est ça que je trouve est sympa. Donc peut-être dans un premier temps avoir un stagiaire, un alternant et lui apprendre plein de choses, mais que lui aussi puisse m'apprendre des choses. Donc ça peut être super sympa. Et que l'entreprise soit grossisse de plus en plus, que je puisse accompagner plein de clients, mais toujours en prenant du plaisir et en gardant du coup l'objectif numéro 1, c'est pas forcément du coup de faire plein d'argent, mais plus d'aider les autres avant de faire de l'argent. Ton épanouissement en fait au premier plan. Ouais, parce que du coup je pense que le but premier quand je me suis lancé, certes il faut faire du business pour pouvoir vivre et du coup ne pas survivre, parce que c'est deux choses différentes, et c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment où on doit survivre avec notre travail et c'est plus compliqué, mais réussir à accompagner un maximum de personnes, à voir leurs projets prendre vie et qu'ils soient heureux dans ce qu'ils vont faire ou dans ce qu'ils font, ouais, ça reste l'objectif numéro 1, et je pense que c'est un objectif que je pense que je vais jamais l'atteindre, parce que dès que je vais l'atteindre, qu'est-ce que je fais après, je sais pas. Donc c'est un objectif. Et ça se renouvelle. C'est ça, ça se renouvelle de client en client, de projet en projet, d'année en année. Donc c'est ça aussi qui est sympa. Bah ce fut un merveilleux échange. Est-ce que tu as un autre thème que tu voudrais aborder? J'ai pas envie de quitter ça comme ça. Un mot que tu voudrais passer, des dernières minutes qui sont complètement pour toi? Non, bah, je pense que je souhaite à tout le monde de trouver sa passion. On a tous en nous une passion, soit qui dort encore, soit qui est déjà réveillée, soit qu'on ne connaît pas encore. Donc je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver sa passion et de réussir à vivre de sa passion. Je pense que c'est le mieux, et de trouver du coup son épanouissement aussi professionnel, mais personnel aussi. Wow, bah ce fut une merveilleuse fin. Et c'est drôle parce que c'est un podcast que je vais aussi lancer, comment trouver sa passion, qui est tout un sujet aussi. Mais en fait, tu es le résultat du fait d'avoir trouvé ta passion aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que ça va encourager les gens à justement trouver leur passion. Et des fois, ça peut être stressant ou ça peut être des fois challengeant. Oui, challengeant. Ça peut faire peur, mais faut le prendre en le voyant comme une bonne peur. Il faut pas être stressé ou quoi que ce soit. C'est du bon stress. Et quand on y arrive, c'est super bien. On est épanoui, on est heureux. Je suis d'accord avec toi. J'aime dire que la peur, c'est soit un frein, soit un accélérateur. C'est toi qui choisis où tu mets ton pied. Ouais. Et comme tu as dit, c'est une très bonne peur, mais en fait, c'est la peur de l'inconnu. Tu vas sauter dans l'inconnu avec pour élastique tes bases, parce que tu te connais bien et tu sais ce qui est important pour toi, tes leviers pour pouvoir maintenir ta discipline et atteindre ton objectif. Donc c'est ça. Merci Clément vraiment pour ce moment. Ça a été, j'ai appris tellement de choses. Je suis vraiment contente d'avoir des invités aussi inspirants. Encore une fois, j'ai appris tellement de choses encore aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aussi appris beaucoup de choses, ou que ça, même mieux, que ça a réveillé certaines choses chez vous, parce que ça a été le cas pour moi. Et que bien sûr que tout le monde te suive, voit ton ascension, parce que moi, ça m'aide vraiment sur LinkedIn de voir que ça soit toi, Sarah, le pouce bleu, Ismaël aussi. Vraiment, il y a ces personnes qui aujourd'hui, en fait, qui exposent en fait leur entrepreneuriat. Et c'est très intéressant parce que tu parles des hauts et des bas de ta réalité d'entrepreneur. Et je pense que c'est vraiment important de l'exposer. Et ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est cette authenticité-là qui rassure et on se dit, OK, je peux le faire. Je peux le faire parce que tu as su montrer, en fait, de par tes résiliences, ta façon de voir les choses, de ton partage, et que j'encourage tout le monde d'aller voir, d'avoir cette, tu mentionnais tantôt, que tu as tes mentors qui sont là, que ça te rappelle, tu es ce mentor aussi pour les autres qui permettent de se mettre en action, qui eux-mêmes vont être des mentors et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. On est tous l'expert de quelqu'un au final. Exact. Et
ce que j'ai lu la dernière fois, on est tous l'expert de quelqu'un, on peut tous aider quelqu'un. Donc c'est ça aussi qui est beau. Il faut continuer comme ça. De toute façon, je vais rester authentique le plus possible et normalement tu devrais encore voir pas mal d'orange sur LinkedIn. J'en doute même pas. C'est drôle parce que Sarah, c'est la petite vitamine bleue et toi, tu es la vitamine orange. Donc, mais je laisserai les gens aller voir l'importance de l'identité visuelle, de tout l'aspect en fait du personal branding que tu apportes vraiment bien à travers tes posts LinkedIn, à travers vraiment tous les enseignements en fait et ton expertise que tu apportes gratuitement en plus beaucoup. Tu fournis énormément d'outils. Merci à toi Clément. Merci à toi pour l'invitation. C'était du coup mon premier podcast, mais c'était une expérience super sympa. Du coup, j'espère en faire d'autres parce que j'ai vraiment adoré, pris du plaisir à enregistrer ce podcast. Et donc vraiment merci à toi. Alors attention parce que la piqûre du podcast arrive vite. Donc si ça permet de transmettre ton authenticité aux autres, moi franchement je te souhaite d'en faire plein des podcasts. Donc merci Clément. Et un petit mot de la fin pour clôturer. Non, comme mot de la fin, je vais dire vive le orange. Waouh, vivez le orange. Voilà, mettez du orange dans votre vie. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Et bonne journée à toi Clément, merci pour tout. Merci, à bientôt. Et à très bientôt. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Clément. Moi, ce que j'ai aimé, c'est voir que Clément a une vision complètement différente de la mienne et pourtant, on réussit tous les deux. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une façon de réussir, il y a votre façon de réussir. Je suis actuellement en train de créer un programme qui s'appelle Trouve ta voie afin de vous aider justement à mieux vivre de votre passion ou comment trouver votre passion, comment trouver votre voie. Des fois, on a envie d'impacter, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi faire. Bref, ce programme peut être fait pour vous. Pareil, envoyez-moi un petit courriel ou un petit message si ce programme vous intéresse. Il me fera plaisir de vous accueillir. Et une autre petite annonce. Si vous êtes éveillé spirituellement, que vous êtes en quête de sens, que vous êtes curieux, que vous avez envie d'approfondir votre foi, sachez que j'anime une masterclass qui est complètement gratuite qui s'appelle Clin d'œil du destin. À quoi servent vos croyances si vous ne les exploitez pas? Donc si jamais vous êtes intéressé, il y a le lien dans la description. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère vous avoir inspiré. Bye bye!